Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller, soirée spéciale, parlons lecture avec. Et ce soir, je suis ravie d'accueillir Coralie Russier qui est comédienne. Bonsoir Coralie. Bonsoir, bonsoir à toutes. Alors vous allez être la deuxième comédienne à essuyer les plâtres de cette soirée spéciale. J'attends Frédéric, voilà Frédéric de Guelph que je présente à tout le monde, mais tout le monde la connaît en fait. Donc même manipulation pour les spectateurs qui sont là ou ceux qui sont direct sur Facebook pour les poser les questions à Coralie, vous les posez par écrit et je les poserai à Coralie en fin d'entretien. Coralie, je vais vous demander de vous présenter parce que vous le ferez beaucoup mieux que moi et je ne commettrai pas d'impair surtout. Est-ce que vous pouvez nous faire ça en 1 minute? Oui, allez, hop, top chrono. Donc, je m'appelle Coralie, je suis comédienne. J'ai commencé au théâtre avec un seul en scène qui était écrit et mis en scène par l'auteur Roger Lombardo, qui est un auteur de théâtre qui a écrit beaucoup de seuls en scène et des pièces dialoguées aussi, mais beaucoup de seuls en scène. Donc, j'ai commencé le théâtre avec lui. Et ensuite, j'ai passé 15 années à Paris à travailler au théâtre, à la télévision, au cinéma. Et voilà. Et en ce moment, j'attaque une nouvelle vie dans le sud, tout en venant à Paris pour les tournages et un peu à travers la France. Et je suis contente de pouvoir travailler dans les médias différents. Ça me semble parfait. Roger Lombardo, on l'avait reçu, j'avais eu la chance de pouvoir l'interroger dans une des rencontres. Donc, on peut dire que est-ce que c'est lui qui a lancé votre carrière de comédienne, de théâtre? Oui, complètement. Je voulais déjà être comédienne, c'était mon rêve d'enfant. Mais c'est lui qui l'a concrétisé, qui m'a permis de commencer à travailler professionnellement et qui m'a offert un bijou puisqu'il m'a offert un seul en scène et qui était mon premier rôle professionnel. Et on a beaucoup, beaucoup travaillé parce que j'avais 16 ans à l'époque et que j'étais vraiment toute brute, quoi. Il fallait vraiment travailler pour aller chercher la nuance et la justesse, etc. Mais c'est vraiment lui qui, en même temps, m'a fait naître en tant que comédienne, m'a formée. Il m'a lancé sur cette voie. Est-ce que tu peux nous rappeler juste dans quel film tu as joué? Parce que quand on te voit, on se dit oui, je la connais. Et puis on n'est pas forcément relié au film parce que tu rentres dans des rôles. Tu as à la fois un visage qu'on n'oublie pas et à la fois, comme tu rentres dans tes rôles, on ne sait plus. Oui, et puis parce que aussi j'ai des partitions plus ou moins voilà, qui sont encore parfois un peu anonymes. Et puis ça, voilà, parfois c'est des petites apparitions, mais qui peuvent être très marquantes à jouer en tant que comédienne, en tout cas très plaisantes. Mais on peut me voir dans 120 battements par minute. On m'a aperçu au tout début de Jusqu'à la garde de Xavier Legrand, 120 battements par minute sur Romain Campillo. On m'a vu aussi dans Un amour impossible de Catherine Corsini. Dans Le bal des folles, là, depuis, je pense que ça fait 2 ans qu'il est sur Amazon Prime, qui est un film de Mélanie Laurent, dans lequel je chante. J'étais très heureuse de pouvoir chanter dans ce film aussi, parce que je joue un personnage muet qui se met à chanter. On me voit aussi dans une série policière depuis 2019 qui s'appelle César Wagner, qui est sur France 2. Et on fait 2 téléfilms par an pour cette série. Voilà. Et puis, il y a encore quelques autres longs métrages, mais en tout cas, là, c'est les principaux où je pense qu'on a pu me voir soit en rediffusion à la télévision, soit au cinéma. Dans Mandibule aussi, de Quentin Dupieux. Engrenage? Engrenage aussi, non? Engrenage, oui, j'apparais dans 2 épisodes de la saison 6. Ouais, quand même, une voilà. belle filmographie quand même, hein, j'ai envie de dire. Et notamment donc des titres qu'on a évoqués qui sont des adaptations de livres. Donc on va parler de lecture. Donc il y a le livre de Christine Angot, Un amour impossible. Donc c'était avec Virginie Fira, me semble. Je sais plus qui c'est. Et Nils Schneider. Voilà. Après donc il y a forcément Chanson douce de Leila Slimani, qui est le prix du cours. Et après il y a Le bal des folles qui était de Victoria Mas. Moi j'ai envie de savoir quand une comédienne va tourner dans un film qui est adapté d'un livre, est-ce que très vite elle va en librairie se procurer le livre et le lire avant ou pas du tout? Alors, ça dépend des projets. Pour ma part, Un amour impossible, je l'ai lu avant. Je pense que j'en ai vraiment eu besoin parce que le sujet est tellement dense, est tellement important, et tellement... voilà, ça parle de l'inceste, c'est un sujet quand même très fragile, et enfin, de la fragilité de l'être humain. Et voilà, du coup, j'avais vraiment besoin de lire. J'avais lu le scénario d'abord, et puis j'avais envie de lire la langue de Christine Angot, ce qu'elle raconte elle.
voilà, pour comprendre à quelle histoire je participais et pour voilà, en comprendre les enjeux et donc, tout ce qu'il y a autour. Chanson douce, je l'ai lu plus par curiosité parce que l'histoire de cette nounou qui finalement assassine ces deux enfants me semblait complètement folle. Et puis je savais que c'était tiré d'un fait réel aux États-Unis, mais que c'était tourné sur une fiction en France. Et du coup, voilà, j'avais envie de me plonger dedans, de découvrir. C'était plus une curiosité parce que dans Chanson douce, j'apparais vraiment tout simplement. Voilà, je propose mes services de nounou au début du film et c'est pas moi qui suis retenue. C'est dommage car je ne les aurais pas tués. Mais du coup, ouais, voilà. Et puis Le bal des folles, je ne l'ai pas lu et j'ai envie de le lire. Ça fait longtemps que j'ai envie de le lire. En plus, on m'a beaucoup dit ça se lit très très vite. C'est vrai que c'est un petit livre, mais je ne sais pas pourquoi. Je l'ai pas encore lu parce qu'en fait, Mélanie Laurent nous a donné beaucoup de liberté dans le récit. Elle a pris beaucoup de liberté. Quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit je ne sais pas quel personnage tu vas jouer, c'est toi qui vas le construire. J'aimerais bien que quelqu'un chante. Je lui ai dit j'aimerais bien être cette personne qui chante. Elle m'a dit d'accord. Donc il y avait tellement de liberté dans la manière dont elle s'est appropriée le récit et dans la manière dont on l'a construit un peu comme une troupe que voilà, j'ai pas eu la nécessité de le lire. En tout cas, j'ai envie de le faire à un moment donné. Ton rôle était tellement marquant d'ailleurs que je suis incapable de dire si dans le livre il y a une fille qui chante. Je crois que non. Je crois que non plus. Non, je crois qu'il y a beaucoup de. En plus, Mélanie, elle a quelque chose où elle travaille beaucoup sur l'instinct et sur ce qui lui vient. Donc, par exemple, il y a une scène à la fin du film au bal, pendant le bal, où je suis attouchée par un homme. Et ça, c'est une séquence où voilà, Mélanie nous a dit ah, c'est le dernier jour, j'ai envie qu'on rajoute des séquences. Qu'est-ce que vous avez envie de jouer? Qu'est-ce qu'on pourrait raconter? Donc, elle prend beaucoup de liberté, même au jour le jour. Et du coup, je sais que ce personnage-là n'est pas dans le roman spécifiquement. Et, Ouais, mais quand tu lis, il t'arrive de te dire oh là là, ça ferait un super film. Oui, ça m'arrive de me dire ah tiens, par exemple, je viens de lire La volonté de Marc Duguin et qui raconte toute l'histoire de son père. Et je me dis, ça ferait un film historique, politique, intime, qui pourrait être magnifique. Il y a beaucoup de livres. Alors, il y a des livres aussi où, pareil, Vipassana de Frédéric Zegelt. Je verrais bien. Hein ah oui, Sankara. j'ai toujours Vipassana. C'est comment? Sankara. Sankara. Ah oui, c'est parce que, en plus, j'en ai parlé avec un ami il y a 2 jours. J'ai dit, ah, mais j'ai lu un roman là-dessus, ce qu'il a fait Vipassana. Donc, c'est ça qui m'a. Celui-là, j'ai plein d'images. Je le verrais super bien en film. Après, il y a des livres, où j'aime que ce soit des images qui se créent dans ma tête, mais où je n'aurais pas envie de le voir sur écran parce que ça casserait mon imaginaire. Et puis, il y en a d'autres qui s'inscrivent plus dans une réalité oui, où je me dirais, tiens, ça pourrait faire un beau film. Une comédienne, ça lit beaucoup en fait, parce qu'entre les scénarios, les pièces de théâtre, vous passez votre temps à lire. Oui, oui, on lit beaucoup parce que les pièces de théâtre, je pense qu'on lit plus de scénarios que de pièces de théâtre parce que le théâtre, c'est tellement sur le long terme que voilà, on en lit 1, 2 par an, et puis si le projet se fait, etc. Après, il y en a qui lisent du théâtre simplement pour se nourrir. Moi, je lis pas beaucoup de théâtre. Juste, j'en ai lu un peu plus à une époque. Là, j'en lis moins. Je lis plus des romans. Et puis les scénarios, c'est une autre approche de la lecture quand même. C'est parce qu'il y a tellement de descriptions qui sont quand même très concrètes, qui ne sont pas non plus des descriptions comme dans les romans où ça nous emmène. Souvent, les scénarios, c'est plus pour parler un peu aux producteurs, aux financiers, pour que ce soit très, très construit, qu'on sache où on va, combien ça va coûter. Enfin, il y a beaucoup d'éléments dans un scénario. Donc, mais un scénario qui est Glamour, très bien écrit pour ma part. Qui ne sont pas du tout glamour, les éléments. Oui, voilà, oui, pas du tout glamour, qui sont parfois c'est très concret, c'est un peu lourd. Mais les scénarios qui me marquent le plus, où je me dis waouh, qu'est-ce que c'est réussi, c'est un scénario où j'ai l'impression d'avoir lu un roman. J'ai envie de savoir ce qui se passe, la suite, qu'est-ce qui va se passer, etc.
quand j'ai regardé votre votre parcours dans le théâtre, il y a un auteur, Ionesco, qui revient souvent, quoi, qui revient au moins 2 ou 3 fois. 2 fois, oui. Est-ce qu'il est important pour vous? Est-ce que vous avez fait ces choix, vous, ou on vous les a imposés? Non, c'est pas des choix parce que le premier, c'était Jeu de massacre qu'on a monté quand j'étais à l'école du Studio d'Asnières, qui est maintenant l'école supérieure des comédiens par l'alternance, et c'était mis en scène par Hervé van der Meulen. Et en fait, on est apprenti comédien quand on est dans cette école, et du coup, on a les cours et on travaille aussi pour la compagnie. Et du coup, il voulait monter Jeu de massacre et il m'a offert un rôle dedans. Voilà, donc c'était pas un choix, c'était dans le parcours aussi de l'école. C'était une très belle expérience. Mais c'est pas un auteur, c'est pas un auteur qui me parle beaucoup, que je comprends beaucoup. Et l'autre, c'était En miettes de Laura Mariani, qui a fait une adaptation ça s'appelle Journal en miettes. Et là j'ai un peu plus approché parce qu'elle a fait une adaptation, donc il y a plus de concret, que voilà, c'est un peu moins absurde que l'univers d'Ionesco, mais j'avoue que c'est pas un univers qui me parle beaucoup, que je comprends facilement. Mais voilà, c'est des projets qui sont venus à moi et que j'ai eu de grands plaisirs à traverser. Et si on traverse que les choses qu'on aime, c'est moins curieux. La question qu'on se pose toujours quand on voit les comédiens, alors peut-être un peu moins, parce qu'on sait qu'au cinéma, il y a des scènes et que c'est séparé, mais au théâtre en tout cas, c'est comment ils font avec leur mémoire. Et alors, oui. Du coup, moi, la question que je me pose, c'est si par exemple, au hasard, je te dis, ce soir, je ne jouerai pas Antigone, est-ce que tu es capable de me dire un passage? Oui, je pense. Oui, ce soir, oui, je pense que je suis capable. Ce soir, je ne jouerai pas Antigone. Oui, enfin, il faut que je pense que si je me mets dessus 1 minute, je suis encore capable de le sortir. Ce soir, je ne jouerai pas Antigone. Je n'en ai pas la force. Je tiens à peine sur mes jambes. Ah oui, non, il faudrait que je m'y mette un petit peu. Mais je pense que ça reviendra très vite. Oui, c'est fascinant parce qu'il y a quand même tout ce qui est en vers, tout ce qui est… Tu as joué aussi du Racine, Molière, des choses comme ça? J'ai pas joué ces grands classiques-là et j'aimerais beaucoup. Là, j'ai une amie en ce moment qui joue Bérénice, qui est montée par Anne Delvey à l'Opéra de Metz. Et ça me donne très envie de travailler le vers. Je trouve que c'est une matière tellement différente. Je pense que c'est un beau challenge et que c'est un magnifique paysage à traverser. Et alors, quelle héroïne serait la tienne? Une héroïne rêvée au théâtre? Oh! Franchement, je ne connais pas assez mes classiques pour vous dire, tiens, cette héroïne-là… La pièce, hein, d'ailleurs, pas forcément l'héroïne. Oui. Je sais pas. Franchement, Roméo et Juliette, c'est magnifique. C'est très romantique, mais il y a quelque chose de… Moi, je te verrais bien répondre à Alceste dans Le Misanthrope. Ah, c'est vrai? C'est vrai. Mais après, les grands classes… Oui. La hippie faussement amoureuse de tout le monde. Ah, voilà. Mais je trouve qu'il y a des personnages féminins… il y en a moins que des personnages masculins, mais il y a des personnages féminins fabuleux dans les classiques. Là, alors bon, c'est un classique plus contemporain, mais je vais jouer dans Oncle Vania à la rentrée. Et alors, je suis trop, trop, trop heureuse de traverser Oncle Vania. Ouais. Je vais jouer Sonia. Et là, pour le coup, c'est une chance. Je me dis de traverser cette pièce-là et je trouve que c'est un gros, gros challenge parce que j'ai l'impression d'être devant une œuvre absolument immense et très… Et oui, assez splendide. Et je me dis, voilà, nous, on est tout petits. Est-ce qu'on va arriver à… Hop là, j'ai perdu le téléphone. Est-ce qu'on va arriver à porter ça à la hauteur de ce que c'est Et la mise en scène sera? La mise en scène sera de Océane Cour-Malaroni, qui est comédienne et qui a réalisé déjà un premier court-métrage dans lequel j'avais joué. Et du coup, elle fait sa première mise en scène avec les théâtres corses.
Est-ce qu'une comédienne, quand elle lit à voix basse, donc comme tout lecteur, est-ce que tu entends à voix haute les personnages ou pas du tout? Oui, oui, j'entends les intonations, etc. Oui, je les entends. Mm. Après, ça peut dépendre aussi de l'écriture. Il y a des moments où c'est très concret, du coup, il y a vraiment une musique qui vient se mettre, mais la plupart du temps, j'entends, comme si une amie me parlait, quoi. Oui, c'est quelque chose qui résonne, oui. Et comment... Tu disais tout à l'heure que tu avais envie d'être comédienne depuis toute petite. C'était par rapport au cinéma, par rapport à une héroïne spéciale, par rapport à des textes? Alors, c'est que mon père était comédien. Il n'a pas fait que ça dans sa vie, mais c'est un très beau comédien. Et du coup, quand j'étais petite, je me rappelle, il montait Mallarmé ou L'Azur blessé. Il jouait Mallarmé au théâtre et du coup, j'assistais à ses répétitions et j'apprenais des bouts de ses textes comme ça que je répétais beaucoup, un peu à longueur de journée. Il avait monté aussi la Locandira, il y avait la pièce Art de Yasmina Reza. Et du coup, j'ai grandi un peu en voyant mon père sur ces planches-là. Donc ça, c'est l'approche du théâtre. Et puis, j'ai fait beaucoup d'hôpital quand j'étais petite parce que j'ai été transplantée du foie. Et j'ai regardé beaucoup de films à l'hôpital et j'avais vraiment envie d'être dans l'écran, j'avais envie de vivre d'autres vies que la mienne. À la base, c'est vraiment ça, pouvoir s'échapper de sa vie et vivre un peu toutes les vies. Alors, les auteurs, quand ils terminent un livre, ils sont hantés par leurs personnages, ou les personnages sont toujours présents. Vous, quand vous quittez le rôle, soit au théâtre, soit au cinéma, est-ce que c'est la même chose? Ou alors vous avez une faculté à passer à autre chose ou à revenir dans votre vie normale très rapidement? Je repasse très vite dans ma vie. Et je me dis heureusement parce que parfois on traverse des personnages. Là, je viens de jouer dans la série Sambre de Jean-Xavier de Lestrade et je joue une qui part d'un fait réel, du violeur de la Sambre qui a violé des femmes pendant 30 années dans la même région. Et je joue une des victimes et j'ai vu des photos des victimes de ces années-là, des années 80-90. Et je me dis heureusement que j'arrive à en sortir rapidement parce que je pense que sinon ce serait trop. Oui, ça aurait trop d'impact sur ma vie, ce serait trop difficile. Mais oui, en tout cas, je fais beaucoup de. J'arrive très facilement à sortir et j'espère à rentrer dedans. Alors parfois, re-rentrer, c'est plus difficile quand on n'est pas au bon endroit. Il faut réajuster, voilà, il faut retrouver organiquement, mais j'en sors rapidement. Et est-ce que la Par contre, lecture... c'est toujours un ami que je rencontre, un personnage. Du coup, quand c'est fini, au cinéma, c'est fini plus vite qu'au théâtre, parce qu'au théâtre, on peut toujours le retrouver. Et c'est toujours un petit deuil de dire au revoir et de dire oh, je te verrai plus, quoi. Voilà. Et est-ce que la lecture vous permet justement de faire un reset ou une bulle entre deux pièces ou pas? C'est quoi? La lecture, ça représente quoi pour vous? La lecture, je veux dire des romans, hein, pas Oui. pour le travail. Alors, pour le coup, c'est marrant parce que quand je suis plongée dans un roman, dans un livre qui me transporte, qui me fait vibrer, alors lui, eh ben, ça reste, il y a toujours une petite bulle de mon cerveau dans la journée qui est tout le temps un peu dedans et où je me dis, oh là là, alors je lis beaucoup dans les transports, j'adore lire dans les transports, donc parfois je me dis, oh là là, vite que je prenne un transport pour pouvoir me poser et lire tranquillement et me replonger dedans. Donc les bouquins, c'est moins quelque chose que je quitte. Et donc ça reste. Et puis effectivement, ça me fait des respirations parce que parfois on est au théâtre et puis le lendemain on joue un autre personnage sur un tournage et donc c'est difficile de tout dissocier. Et du coup, c'est une bulle, le roman. C'est une vraie bulle. Et puis les romans dans lesquels je suis très fort, je ralentis pour terminer. Donc parfois je les déplombe, mais parce que je suis trop triste. Je sais que ça va vraiment être un deuil à faire et que je suis très très triste de le quitter. Donc voilà, je retarde et je reste dans ma bulle. Et quand vous n'aimez pas un livre, est-ce que vous l'arrêtez ou vous allez jusqu'au bout quand même? Non, j'ai tendance à arrêter. Je recommence au début. Mhm. C'est très rare que j'arrête une fois comme ça et puis vraiment j'y retourne jamais. Généralement, j'y retourne une ou deux fois pour essayer de voir et de me dire bon, j'ai raté quelque chose, j'étais pas dedans, il faut. Et puis bon, si vraiment il y a
mais je lâche jamais. C'est-à-dire, je n'ai jamais donné un bouquin à un ami en disant, écoute, celui-là, vraiment, j'arrive pas à le lire. Je le garde dans ma bibliothèque et je me dis un jour, tout, je vais le reprendre et ça va. Et je vais Et y aller. vous êtes plutôt marque-page ou je corne et j'écris dans les livres? Ah, marque-page. Alors, par contre, mes marque-pages, pourtant, parfois, j'en trouve des jolis. J'en avais même un petit en métal. Mais j'ai du mal à les garder avec moi. Donc, mes marque-pages, c'est soit des notes, des cartes bancaires, soit des billets de train. Alors, il y en a moins matérialisés Ça fait maintenant. très chic, la carte bancaire, quand même. Ouais. Oui, le papier de carte bancaire, oui, c'est mon petit. Ou Ah bon, alors les c'était pas tickets de que des métro. cartes. Ah oui, d'accord. Non, non, c'est pas ma carte bancaire, c'est le ticket de carte bleue. Et avant, c'était les tickets de métro. Ouais. Mais bon, maintenant, il n'y a plus de tickets de métro. Donc, il va falloir que je trouve. Mais j'aime pas les cornets. Donc, vous Donc, n'écrivez souvent, pas si un je n'ai livre? pas de marque-page, je dis 83, page 83. Et petite, vous lisiez quoi quand vous étiez petite? Petite, je lisais les J'aime lire. J'ai beaucoup lu les J'aime lire. Les Tom Tom et Nana. Et en grandissant, j'ai lu un peu, je ne sais plus, je cherche le nom, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'était une collection pour ados, un peu de romans qui faisaient un petit peu peur. Chair de poule? Oui, voilà, c'est Chair de poule. J'ai lu les Chairs de poule et j'ai lu l'immense série Danse. Ça s'appelait Danse, qui racontait l'histoire d'une jeune fille qui voulait être Ça, c'était la chanteuse. bibliothèque rose. Les nouveaux bibliothèques roses, parce que maintenant, les Ah bibliothèques, oui? ils sont souples. Moi, j'ai connu les dos collés carrés. Bah, Ah oui! Ah oui, maintenant ils sont souples, oui, c'est maintenant, plus ils livre sont de souples, ils poche. sont tout fins. Ça fait pas peur. Avant, c'était un peu Oui. épais. On se dit, oh là là, surtout les Voilà, oui. menus. Mais oui, oui, ils faisaient très peur. Ils faisaient ça d'épaisseur. Maintenant, c'est Ah, 10 ouais. mètres. Oui, maintenant c'est tout petit. Bon, c'est peut-être un peu trop petit, du coup, c'est vite fini. Et le premier choc de lecture, je dirais quelque chose qui a été comme une rencontre amoureuse, quelque chose qui a fait battre ton Oui. cœur. Les deux qui m'ont. Je crois un des premiers romans que j'ai lu, c'était L'Alchimiste de Paulo Coelho, Coelho, je ne sais pas si personne n'est d'accord, que ma mère m'avait offert. Alors, je ne m'en rappelle plus aujourd'hui, parce que je l'ai lu il y a vraiment beaucoup trop longtemps. Mais je l'ai lu 2 fois, je crois que je l'ai lu presque 2 fois d'affilée, parce que j'avais adoré. Ça m'avait parlé d'un rapport au monde et à la vie un peu magique qui m'avait fait beaucoup de bien. Et puis après, j'avais lu Les Thanatonautes de Werner Weber. Mais là, pareil, j'avais 16-17 ans et Les Thanatonautes, je suis restée dedans très longtemps. Et ça m'a beaucoup marqué. Il y a une très belle adaptation BD, d'ailleurs, des Ah, Thanatonautes. c'est vrai? Ouais, je vous la conseille. Ah, ok. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, les BD, tu en lisais ou pas? Très peu. Alors, j'en lisais très, très peu, pratiquement pas. Je sais pas, ce que je pense dans ma famille, il n'y a pas le truc de la BD, il n'y en avait pas à la maison, parce que j'en ai 6 frères et sœurs. Donc, il y aurait pu y avoir des BD des autres frères et sœurs, mais il n'y en avait pas. Et depuis le confinement, peut-être un petit peu avant, je lis pas mal de BD. Et je me suis un peu passionnée pour la BD. Donc là, j'ai une grosse BD, parce que je suis enceinte, donc j'ai une grosse BD sur l'accouchement qui est géniale. Faut que je vous retrouve le nom, il est là-bas. Et les BD, j'ai lu par exemple, alors du coup j'ai envie de lire le journal, j'ai lu le journal d'Anne Frank en BD, une très très belle BD, et là du coup ça m'a donné envie de lire vraiment. C'est vrai, elle est très réussie. Ouais, je Oui, confirme. ouais, vraiment, le voyage est très beau. Donc, et puis les BD, c'est tellement des beaux objets. Je trouve que c'est des livres magnifiques, souvent très travaillés. J'ai lu Les Blasts de Manuel Arsenet. Ah Oui, oui, là, souvent à Noël et à mon anniversaire, là, je demande des BD. ah oui, Moi, vous j'ai faites des listes un de petit Noël. hôtel de BD. Vous faites des listes de Noël comme les enfants, vous. Vous demandez des Oui, BD. oui, 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 exactement. Non, mais tu sais Et que si puis, tu es enceinte, maintenant, c'est ton enfant qui va faire des listes de Noël, c'est plus toi. Hein. oui, c'est ça, moi, je vais devoir arrêter, c'est clair. Pour ça, j'en ai profité, là, à Noël dernier, je dis, voilà, je vais prendre. Ou Mais alors, les si tu veux BD, faire une liste pour voilà. que ton enfant t'offre des cadeaux, il va falloir que tu attendes un tout petit peu. Oui, voilà, qui grandissent. Alors, maman voudrait. Et alors, Et là, justement, oui, dites-moi. il va falloir s'entraîner à faire de la lecture. Parce que quand on a des enfants, il faut leur faire la Oui, lecture. oui, c'est vrai. Mais ça, je pense que je vais adorer. J'adore la lecture à voix haute, souvent dès que j'ai mes neveux, nièces ou les enfants des copains.
Quand on me dit, ah, Coralie, tu veux lire l'histoire, je dis, ah, oui, je l'ai lu, je l'ai lu. Alors justement, moi, Coralie, je vais vous demander de prendre le livre qui est à portée de main Ah, oui. sur votre canapé, d'ouvrir n'importe où et de nous faire un peu de lecture, s'il vous plaît. Alors, c'est pour une grossesse et une naissance heureuse de Magali Dieu. Voilà, je suis en plein dedans. Alors, attendez, je me concentre. Alors si le hasard fait bien les choses. Femme et sage-femme, même combat. Alors, je lis? Oui. Allez. Ma mère a toujours raconté l'histoire des naissances à ses enfants en parlant d'une part de sa sage-femme, d'autre part de ses prises de position face au système de soins d'alors. Et c'est elle qui, tout naturellement, m'a informée de l'ouverture de la profession de sage-femme aux hommes, de la médecine sans malade, de la médecine humaniste par essence. Il y avait de quoi m'interpeller. Concours, réussite, entretien. Nous ne voulons pas d'hommes dans la profession, mais nous n'avons pas le choix. Vous avez eu le concours. Première rencontre avec la sage-femmerie, son pouvoir et son clan. Et première rencontre avec la discrimination que subissent les femmes, avec leurs souffrances et leurs luttes, en le vivant à mon tour en retour. C'est un homme qui écrit, oui, ça en est au passage. Jeune homme réservé, je ne connaissais même pas au début de mes études le corps des femmes. Voilà que j'étais pourtant plongée dans leur intimité, dans leur douleur, dans leur puissance, dans leurs ouvertures. Je ne connaissais même pas l'intimité de couple dans lequel j'étais projetée. Non, je ne connaissais même pas l'intimité du couple que j'étais projetée dans la sexualité, dans le rôle de l'homme en tant que donneur de vie et parallèlement dans sa solitude et son impuissance lors de l'accouchement. Parfait. Alors ça, c'est marrant parce que je viens de voir le film Sage Homme. Ah oui, sage homme, ouais. Voilà. Et alors, c'est réussi? Et c'est un très beau film avec Karine Viard et Même pour les femmes enceintes? Franchement, oui. J'ai une copine qui m'a dit, je ne sais pas trop risquer. Bon, de toute manière, voilà, hein, voilà, tout ce qui peut se passer, les drames, les accouchements compliqués, tout ça, je sais que ça existe. Donc, comme, voilà. Donc, ça ne m'inquiète pas. Voilà, je ne le vis pas plus mal, mais c'est un très beau film, franchement. Alors, vous qui aimez lire, est-ce qu'on vous a sollicité? Il y a des comédiens et des comédiennes qui lisent les livres audio. Est-ce que vous avez été sollicité ou pas du tout, ou pas encore? Une fois, j'ai été sollicitée une fois et je ne sais plus pourquoi, mais finalement, ça n'a pas pu se faire. Il y avait une question de planning, etc. Voilà, c'était pour un livre audio, ça devait être il y a 3-4 ans. Et depuis, plus. Et je n'en ai jamais écouté. Ah, pourquoi? Parce que ça vous... Ben, en fait, c'est quand je lis, j'entends quelque chose et je me dis que si on me le lit, je ne vais plus entendre... je vais entendre la voix de l'autre et du coup, ça ne sera pas mon imaginaire et ma bulle à moi, donc j'ai un peu de mal. Et puis, oui, parce qu'on a un flow dans la tête, on a quand même une musique et du coup, ce serait celle de quelqu'un d'autre. Et peut-être que je ne lirai pas ou je n'entendrai pas de la manière dont elle le fait. J'ai peur d'entendre trop la lecture, en fait. C'est intéressant, ça. Ouais. Moi, j'ai ce problème aussi quand j'ai les livres audio. Ça me demande tellement de concentration que finalement, je n'écoute pas l'histoire. Voilà, c'est ça. Oui, voilà. Du coup, alors, je peux écouter des podcasts sans problème. Voilà, pareil que vous. Ouais. Ça, Bon, j'entends. Et le livre, je pense qu'il faut se concentrer. Pour le coup, alors moi, je suis très livre audio. Ça me repose des écrans. Ouais. Et je peux même choisir des livres audio à cause du comédien. Parce que j'ai tellement aimé comment il raconte. Je suis d'accord. Il y a des voix qui nous transportent. Il y a des voix complètement dingues. Oui, D'Alembert, quand il lit, c'est extra. Oui, oui. Je vous recommande Enfant de salaud, Sorge Chalandon. Aide-moi Nathalie, lu par Victor. C'est un comédien, c'est incroyable. C'est pas Papine qui lit? Qui ça? Il a une consonance russe, non, son nom? Oui, oui, absolument. Oui, ouais. Absolument. C'est extraordinaire, extraordinaire. Quand on entend la voix du père et la voix du fils, c'est pas du tout la même, mais c'est quand même lui, quoi. Donc, il y a vraiment... il faudra que je tente l'expérience. C'est ça. Il y a aussi parfois le seul, mais bon, c'est pas livre audio, j'ai une amie à un moment donné où j'avais du mal à m'endormir qui m'avait dit qu'elle écoutait des contes et du coup ça m'endort. C'est très bien lu, du coup je rentre dedans dans la musique et après
En fait, elle va s'endormir avant J'essaye. son enfant, Coralie. C'est-à-dire qu'elle va écouter des livres audio pour les enfants, elle va s'endormir avant lui. Ça, c'est... Voilà, C'est exactement. c'est un peu vexant pour l'auteur, mais bon. Mais ça veut dire que c'est bien lu en même temps, c'est qu'il y a, bon, je sais pas. Mais du coup, Ah ouais, je c'est une idée, ça. Je vais faire des livres pour endormir les gens. Et est-ce que tu t'es rendu compte de ce que tu as dit, Frédéric? Tu as dit, moi, j'aime bien écouter les livres audio, ça me sort des écrans. En général, quand on lit un livre, c'est sur du Oui. papier. Non, ça me sort des écrans parce que je lis beaucoup sur écran, en fait. Ah, voilà. Voilà, je lis sur une tablette. Et puis, le fait d'écouter un livre, eh bien, on n'est pas en train de lire autre chose sur un écran aussi. C'est d'ailleurs, c'est une remarque des étudiants, des lycéens, quand on va dans les écoles, ils disent, oui, c'est embêtant de lire parce qu'on ne peut pas en même temps envoyer des textos, téléphoner et être sur Facebook et Si. sur je ne sais pas quoi. Si. Je leur dis, oui, c'est justement le charme. Est-ce que moi, j'aimerais revenir à l'école avec toi, Coralie, puisqu'il y a beaucoup de livres qu'on étudie à l'école. Est-ce que tu as des souvenirs de ces livres qu'on étudie à l'école, de livres détestés ou aimés j'ai pas beaucoup de souvenirs parce que déjà j'ai arrêté l'école en quatrième. Alors bon, mes collèges j'ai arrêté très tôt, donc du coup tout ce qu'on apprend en fin du collège et au lycée, je ne les ai pas étudiés. Je me rappelle qu'à un moment donné, on voulait étudier Cro-Blanc et que ça avait été trop dense pour moi, trop dur, trop dense. Du coup, ça m'avait pas, j'avais pas accroché. D'ailleurs, j'aimerais bien le lire aujourd'hui. Il paraît que c'est vraiment magnifique. C'est génial. Ouais, hein, ouais, j'aimerais bien le lire. Pareil, les Harry Potter, etc. C'était pile mon époque, mais je ne suis pas rentrée dedans. C'était, je sais pas, trop. Alors que j'ai commencé à lire le premier, j'ai lu le premier tome l'année dernière. Bon, pour le coup, maintenant, c'est vraiment une écriture pour ados, mais j'étais à fond dedans. Ça m'a fait un petit. Ah, c'est l'écriture pour ados, mais Enfin, franchement, oui, adulte, ça marche bien. Hein. oui, ça marche bien aussi. Il y a quelque chose. Ah oui, j'étais à fond. Et je me suis dit, putain, c'est fou que j'ai jamais lu Harry Potter. Il y a beaucoup d'adultes qui achètent des romans d'ados. Hein. Moi, je peux le certifier en tant que libraire. Ouais, ouais. Ah, c'est vrai? Ouais, énormément, énormément. Et Et des fois, notamment, justement, le fantasy, ouais. les sagas, les trucs en 6 ou 7 volumes. Ouais. Ouais, ouais. D'ailleurs, oui, parfois c'est compliqué quand on a un jeune adulte qui dit ouais, moi je voudrais pas passer chez les adultes et que sa mère dit ben moi je vais chez les ados alors. Ah oui, c'est drôle. Ben ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois en disant ouais, Ouais. moi je vais passer chez les adultes et ma mère elle passe et voilà. Parce il y a un intérêt de savoir ce que lisent leurs enfants. Parce qu'effectivement, ils ont Oui. l'impression que leurs enfants lisent des trucs super, mais quand ils lisent Divergente, les trucs atroces là, où c'est très violent, ils tombent de haut en disant ah, je pensais que ma fille elle lisait des trucs sympas, mais en fait. Ouais. Ils sont très cruels, les ados. Est-ce Oui, que, une période de vie, on va chercher de l'intensité. comment tu choisis un livre dans une librairie? Eh bien, alors, parfois, les belles librairies, enfin, je veux dire, les librairies, oui, qui sont très travaillées, où on sent qu'il y a des passionnés qui tiennent cette librairie-là, il y a il y a les petits coups de cœur. J'aime bien les librairies où il y a les petits coups de cœur avec le petit mot, on a lu celui-ci, et c'est vraiment une petite perle. Bon. Et du coup, je me fie un peu à ça. J'ai lu Ethan Frome. Génial. C'est beau. Voilà. Ben là, c'était comme ça. Meister. Ouais, voilà. Oh, j'ai adoré, c'était magnifique. Et du coup, voilà, c'était un petit mot qu'elle avait écrit. Et puis sinon, pour le coup, alors parfois j'ai entendu parler d'un livre et pouf, je tombe dessus, je me dis allez, c'est le moment. Et puis sinon, je lis la quatrième de couverture et puis c'est l'objet aussi parfois qui m'attire, je le trouve beau, j'aime ce qu'il y a écrit et je me dis allez, je tente. Donc je me laisse pas mal aller. Et puis je décide jamais, tiens, il faut que j'aille en librairie. C'est plus, je me balade à Paris ou dans ma ville ou dans une ville de province que je connais pas. Je me balade, je tombe sur une belle librairie et je me dis, allez, voilà, et puis je prends. Mais à chaque fois, je prends 3-4 bouquins. Ça me fait Et puis Roger Lombardo m'en offre, et sa femme et son fils m'en offrent beaucoup à chaque Noël et chaque anniversaire.
Ah, c'est ça. Et justement, j'allais te poser la question, est-ce qu'il y a autour de toi des prescripteurs? Parce qu'on a tous dans notre entourage quelqu'un, on sait que quand il nous dit ce livre-là est merveilleux, on y va. Eh bien, c'est les Lombardo. Donc, parce que ma grande sœur, Mathilde, lit énormément. Elle peut lire un roman, un pavé en une nuit. C'est incroyable. Mais elle lit beaucoup de fantastique et c'est moins quelque chose qui me parle. Donc, du coup, bon, on n'a pas le même rapport à la littérature. Du coup, c'est beaucoup les Lombardo. Et puis, de temps en temps, une rencontre qui me dit ah ouais, alors moi j'ai lu ça, du coup, je note. Mais sinon, c'est surtout les Lombardo. Oui. est-ce que tu as déjà décidé comme ça de dire oh là là, mais j'ai pas lu Victor Hugo, ou j'ai pas lu Le Comte de Monte-Cristo, ou j'ai pas lu. Et de se dire voilà, il faut que j'y aille, quoi. Oui, et puis je me le dis souvent encore. Je me dis, oh là, il faut que je lise ça, il faut que je lise ça. À un moment donné, je lisais du Henry Miller parce que je m'étais dit, tiens, il faut que je lise. Pas plus facile. Mais c'est beau. C'est pas le plus, mais bon, voilà, mais c'est assez puissant. J'ai lu Sexus, j'étais assez jeune, donc je pense que j'ai pas tout chopé, mais bon, c'est quand même c'est dense, quoi. Oui, ça m'a laissé un beau souvenir. Donc, il y a des moments d'un coup où je me dis, tiens, là, en ce moment, je sais qu'il faut que je lise. Du Victor Hugo, j'ai lu plus. Il y a une petite collection que j'ai découverte chez Lombardo qui s'appelle Les Mille et une Nuits. Je ne sais pas si vous voyez, c'est tout petit livre. Et j'avais trouvé une énorme collection sur le Bon Coin. Une dame qui vendait tous ces Mille et une Nuits. Et ça, j'adore parce que dedans, il y a plein de petits classiques plus ou moins épais, mais du coup, ça me permet voilà, de rentrer dans les classiques. Voilà, mais ça, je pense que ça va durer toute ma vie, hein, de se dire, tiens, il faut que je lise ça, ça c'est quelque chose que je n'ai pas lu, comme Cro-Blanc, par exemple, que j'ai très envie de lire. J'ai envie de lire du Céline, parce que je n'ai jamais lu du Céline. Oui. Est-ce que justement, puisque tu parles de Céline, est-ce qu'on peut faire abstraction de la personne Mais je me demande. Comme lui, je ne l'ai pas encore lu et en même temps, je me dis, bon, il faut que je sache, j'ai envie de le lire parce que je me dis, bon, c'est un personnage très controversé et ça serait bien que je le lise au moins une fois, au moins un bouquin pour l'approcher, quoi, pour comprendre exactement de quoi on parle et qu'est-ce qu'il y a, que je lise L'étranger. Je pense que ça serait juste au moins je dis, bon, je l'ai lu et je sais de quoi je parle. Après, je pense que je ne l'ai pas encore fait aussi parce que c'est un personnage très controversé et que je n'ai pas. Voilà, comme ça, là, je n'ai pas envie de le célébrer, donc je ne l'ai pas encore lu. Donc là, tu es en train de nous dire que tu veux lire et Céline et Camus, parce que L'étranger, c'est Camus, et Céline, c'est Le Voyage au bout de la nuit. Voyez, c'est pour ça que je ne voulais pas faire cette rencontre littéraire, parce que je me plante, c'est sûr. Non, mais non, c'est juste. Non, en fait, c'est un lapsus, en fait. C'est que tu as envie de lire et Camus et Céline. Ah là là, ben voilà. Et ben, des Camus, j'en ai pas mal dans la bibliothèque. Et je n'ai jamais lu Françoise Sagan. J'ai très envie de lire Françoise Sagan. Voilà, il y a. Toute la vie. Hein. Oui, voilà, je me dis tout ça. Je sais que ça, à un moment donné, pouf, j'en prends un, je le lis. Est-ce que tu vas vers des auteurs, tu parlais tout à l'heure de Henry Miller, tu vas vers des auteurs étrangers ou les Américains ou les Indiens J'aime beaucoup Alors là, j'ai lu Dalva de Jim. Alors, je vais me tromper, comment il s'appelle l'auteur Jim Harrison. Voilà, j'allais dire Jim Morrison, donc non. Tout le monde le dit. Il chante pas pareil. J'adore, et j'ai lu d'autres grands livres comme ça, grands romans américains, et j'adore les romans américains. Ça me donne envie de partir découvrir les étendues américaines.
Ah bah, tu vas être heureuse en allant vers les éditeurs, les éditions Galmester, parce qu'ils ne font que ça, les grands livres de voyage à travers les États-Unis. Effectivement, c'est leur truc. Et est-ce que vous, alors moi, en général, quand je fais ma valise, je n'hésite pas sur les fringues, mais je prends 2 heures pour choisir des livres. Est-ce que vous prenez des livres quand vous partez sur un tournage ou un voyage? Oui, j'en prends. Alors, souvent, c'est un peu, je fais au poids, au poids du livre. Donc, il y a des moments, mais à chaque fois, je mets du temps parce que j'en prends deux, trois. Alors, je suis plus au hasard, ou alors je me dis, ah tiens, celui-là, ça fait longtemps que je veux le lire, hop. Et puis parfois, je me dis, est-ce que je prends les trois? Est-ce que j'en prends un gros ou trois plus petits? Est-ce que, voilà, donc je mets du temps, mais j'en prends Et vous les lisez? avec moi. Oui, alors parfois je les commence au moment où je pars et puis parfois non, je les commence plus tard. Là, par exemple, je me balade depuis 3 semaines avec le consentement, que là, je n'ai pas parce que je pense que je me suis dit, bon, de toute façon, là, ton séjour à Paris, tu ne vas lire que des bouquins sur la préparation à l'accouchement, donc je ne l'ai pas pris parce que c'est lourd, les bouquins sur la préparation à l'accouchement. Mais voilà, je me balade comme ça, longuement. Et à un moment donné, soit je commence tout de suite, soit c'est plus tard. Mais je peux me balader un mois avec le livre. Non, parce que c'est psychologique. Des fois, il faut un livre, on le lit. Moi, par exemple, parfois, je prends un livre, mais je ne le lis pas. C'est psychologique. Oui, voilà. Voilà. Mais il est là. Tandis que s'il n'était pas là, je pense que j'irais en librairie m'acheter un livre en me disant mince, là, j'ai pas. Donc, vous êtes addict à la lecture. Et j'ai besoin d'avoir un livre que je peux lire. Je ne lis pas toutes les semaines, mais j'ai besoin d'avoir mon livre. D'ailleurs, c'était une blague là, pour La volonté de Marc Duguin, qui est le dernier que j'ai lu là. Là, j'étais en tournée cet automne et je me suis beaucoup baladée avec ce livre. À chaque fois, je le posais dans le train mes camarades de jeu ont beaucoup rigolé. Ils m'ont dit, mais c'est fou, tu te balades tout le temps avec ce livre, tu le poses. Il y a des moments où tu ne le touches pas du voyage. Et je dis, oui, mais il est là. Et je leur ai dit, là, il n'y a pas longtemps, j'aurais dit, sachez que j'ai fini La volonté de Marc Duguin parce qu'il me voyait, mais j'ai besoin qu'il soit là, quoi. Ouais, c'est intéressant de voir une valise, de se dire soit c'est le consentement, soit c'est 3 paires de chaussettes. Là, j'ai pris Naître enchanté, c'est bien. Mais du coup, le consentement, je le commencerai. Ah oui, le consentement aussi, je me suis dit à un moment donné, comme là, je suis beaucoup dans la préparation à la naissance, que je suis enceinte, ça va peut-être être un peu lourd. Donc, j'ai hésité, mais je pense que je vais le commencer là dès que je redescends. C'est celui qui est par là. Bon, en même temps, entre un pédiatre et un écrivain, il faut peut-être mieux aller vers l'écrivain. Oui, oui, hein, oui. on ne sait jamais. Des fois qu'il écrirait mieux que le pédiatre. Oui, c'est clair. C'est combien de pages un scénario? C'est plus gros, c'est plus long qu'un roman, c'est plus gros, quoi. C'est quoi? C'est 500 pages? Non. Ah bah, je sais pas. Une page, une minute. C'est ça? Une page, une minute? Oui, voilà, il paraît que vraiment c'est le timing, une page, une minute. Je ne sais pas si c'est tout à fait Donc, vrai. normalement, si tu es avec un truc qui dure 2 heures, voilà. voilà. Ah oui, d'accord, je ne savais pas ça. D'accord. 120 battements. La moyenne, pardon? 120 battements. Voilà, 120 battements, c'est 120 pages. Oui, non, franchement, oui, non, un scénario, c'est pas très, très gros, ça se lit très vite. Alors justement, 120 battements par minute a été aussi adapté au théâtre. C'était quoi le plus facile, de le jouer au cinéma ou sur scène? Au théâtre? J'ai lu ça, j'ai eu au Festival d'Avignon. Ah non, c'était pas ça, c'était que pour la dernière, pour la clôture du festival In d'Avignon, je crois que c'est en 2019, ou 2020, non, en 2020, il n'y a pas eu Avignon. Ils ont fait, il y a je vais y arriver, le musicien qui a fait la musique de 120 battements par minute, qui du coup me faisait un concert et on nous a demandé à moi et à un autre comédien du film, Mehdi Raïm Silvani, je crois, de faire une lecture de Lagarce, Jean-Luc Lagarce. Et du coup, c'était une lecture en préambule du concert. Mais c'était autour de 120 battements par minute. Ce film, il va marquer votre carrière ou je pense que oui. Bah déjà, il a marqué ma vie.
parce que c'était le premier long métrage auquel je participais. C'était une aventure extrêmement dense, très forte, très, très colonie de vacances, et en même temps tout en ayant conscience qu'on essayait de refaire vivre une période qu'on n'a pas connue et qui a été extrêmement riche et importante et difficile. Et du coup, il y avait une température très particulière sur cette aventure-là du début à la fin, et ça a créé des liens qui, même si on ne s'appelle pas toutes les semaines, qui sont quand même très forts. Il y a vraiment eu, je pense que c'est le genre d'aventure qu'on vit rarement dans la vie. Et en plus, voilà, c'était l'été de mes 28 ans, c'était mon premier long métrage, ça restera. Je suis très, très honorée d'avoir participé à ce projet-là. Après, c'était Cannes. Donc, c'est tout jusqu'à Cannes, c'était. Puis après la sortie, bon, tout a été assez gigantesque, en tout cas dans les émotions, le vécu, tout ce qui s'est passé émotionnellement autour de ce projet. C'est vrai que... Pardon, vas-y Frédéric. Je pensais, alors je vais dire, on va dire que je saute du coq à l'âne, mais on parle souvent donc, des générations et des générations qui lisent, des générations qui lisent pas, mais je ne crois pas beaucoup à ça. Mais puisque tu disais que tu avais beaucoup de frères et sœurs, est-ce que tu as eu la sensation que les plus jeunes lisaient de moins en moins ou pas du tout, qu'ils lisaient autre chose? Alors, moi, je suis l'avant-dernière dans ma famille. Ma petite sœur ne lit pas. Ma sœur, qui est juste au-dessus de moi, qui a juste 4 ans de plus que moi, lit énormément. Ma sœur de 50 ans lit énormément. Donc, bon. Après, chez les jeunes, là, chez les ados d'aujourd'hui, je ne les connais pas assez pour savoir s'ils lisent beaucoup, mais bon, je pense que la lecture sera toujours là. Peut-être moins, mais je pense que quand on apprend le goût de la lecture, en tout cas quand on est petit, c'est quelque chose qui est là toute la vie. Tu lis sur papier ou sur tablette ou Sur papier. Alors la tablette, j'y arrive pas. J'en ai une, mais j'aime trop l'objet. Ouais, j'aime trop. Oui, j'adore l'objet. Mettre mon petit ticket de métro pour marquer ma page, regarder et l'ouvrir. Alors pourtant, parfois, quand c'est un gros bouquin et qu'on est mal mis dans un lit ou je sais pas, et parfois ça pèse et je suis mal installée, je ne sais pas comment me mettre. Et je pense qu'avec la Kindle, par exemple, c'est beaucoup plus simple. Mais oui, j'arrive pas encore avec la Kindle. Et puis parce que c'est l'objet aussi qui me donne envie d'aller vers lui. Mais en tout cas, non, je ne crois pas que ce soit une question de génération. Vous lisez plus ou vous allez plus au cinéma? Pardon? Vous lisez plus ou vous allez plus au cinéma? Ça, c'est une question. Eh bien, je pense... Non, alors c'est marrant, j'allais dire je lis plus parce que je trouve que je vais pas... Non, je pense que je vais plus au cinéma quand même. Je vais plus au cinéma que je ne lis parce que je lis lentement. Tandis qu'un film, ça passe vite, je l'ai vu et puis au bout de 2 heures, je l'ai lu. Un livre, je le lis pas en 2 heures. Tu aurais été surprise si elle te disait que je vais plus au foot. Ça, oui, je vais plus au foot. Non, du coup, oui, je vais plus au cinéma, mais moi, j'ai besoin des deux. Hein. Je peux pas me... Pour le coup, un livre, ce que j'aime avec le cinéma, alors autant d'ailleurs, je pense que les générations plus jeunes vont beaucoup moins au cinéma. Ça, pour le coup, c'est à peu près une certitude. Parce que voilà, bon, je pense que c'est plus compliqué, c'est un acte d'y aller, ils ont plus l'habitude que les choses soient sous leurs yeux à l'endroit où ils sont. Et le bouquin, le livre peut être là à l'endroit où on est. On n'a pas besoin d'aller à un endroit. Et ça, je pense que c'est une habitude qui se perd un peu. Mais il y a l'histoire des séries aussi, peut-être. Ouais. Et oui, il y a l'histoire des séries. Tu regardes des séries? Je regarde un peu des séries. Là, en ce moment, je suis sur Jeu d'influence de Jean-Xavier de Lestrade parce que j'ai travaillé avec lui et que je voulais voir cette série-là. Alors, c'est génial. Enfin, je la trouve super. Après, je ne suis pas, par exemple, je n'ai jamais vu Game of Thrones. Oh non. Ah, jamais. Mais
Mais je crois que c'est une espèce de... Quand il y a trop d'engouement pour quelque chose, Alors, j'ai je une beaucoup- question quand même, Coralie. Dites-moi que vous avez quand même regardé Engrenage. Vous avez fait des apparitions dans Engrenage. J'espère que vous avez regardé Engrenage. Non, Ouais, même pas. non. Parce que ça fait Ah non, partie. mais là, il y a 7 saisons. En fait, moi, je ne suis pas dans la 6e, je suis dans la 7e. Je me suis dit, ah là, il faut que je fasse 7 saisons. Ben Et ouais. franchement, mais c'est trop. Moi, ça m'embête de passer trop d'heures sur le même projet. Ah non, mais moi, Engrenage et Le Bureau des légendes, ce sont les deux séries que je Ah trouve oui, hein. extra. Ah, mais Et- Bureau des légendes, oui, parce que j'allais vous dire, pour le coup, le Bureau des légendes, je l'ai. J'ai adoré Bureau des légendes. Rappelez-moi combien il y a de séries? Combien il y a de séries? Saison. De De saisons, je veux saisons dire. sur Bureau De des saisons. légendes? Et ben, peut-être autant, je ne sais pas. Voilà, Non, il y en a voilà. moins. Donc, vous pouvez faire pareil sur Non, il y en a Engrenage. 5, non? Il y en a 6. Il y en a 6. Bon. Non, Engrenage, mais c'est parce que je me suis dit, tiens, là, je joue dans Engrenage, mais je ne vais pas repartir de zéro. Et puis, je crois qu'en plus, je crois qu'à ce moment-là, j'étais sur le Bureau des légendes. Parce que j'attaque toujours une série, par exemple, même, alors, je suis nulle en anglais, j'ai pas un mauvais accent, The Handmaid's Tale, la servante Ouais. écarlate, ou comment on s'appelle, cette série avec le monsieur qui fait de la drogue dans son atelier, là, le prof Breaking Bad. Mm. Ces séries-là, par exemple, ont vraiment fait un gros phénomène. Je les ai vues une fois que tout était sorti. Ah oui. D'accord. Comme voilà, j'aime pas être au moment, donc peut-être que Game of Thrones, là maintenant que c'est fini, peut-être que je vais m'y Et, mettre. et du coup, La Servante écarlate, tu l'as lu? Non, je ne l'ai pas lu. Mm. Alors, Ouais, je C'est vous bien. conseille. c'est chouette. Ah oui, c'est un écrivain extraordinaire, Margaret Atwood. D'ailleurs, je crois qu'elle fait des masterclass aussi. Ouais, je crois, ouais. Mm. Ok. Et c'est Ah vraiment, ouais. c'est vraiment intéressant parce qu'elle a écrit la suite qui est sortie récemment, mais des années après, parce que c'est devenu quand même très Oui, mythique. Il y a même des gens qui se déguisent. Il y avait un oui, défilé. il y Aujourd'hui, a en des... Israël, il y avait un défilé des servantes écarlates, justement. Ah ouais, ah, dingue. Ouais. Oui, Et après, ça crée comment? même des mouvements, des rassemblements, des... Oui, oui. C'est extraordinaire comment une héroïne de livre peut prendre un poids politique et tout d'un coup être dans la rue. Il y a des tenues de la Servante écarlate, etc. C'est dingue. C'est Et une ça, belle ça vient de réussite. l'image, ça vient de, ça, enfin, ça vient plus de, ça vient du fait que ça a été tourné en série, quoi, ou en Ah, film. absolument, oui, oui, parce que les costumes ressemblent à ceux de la série, alors qu'ils sont décrits dans le livre, mais Mais il pourrait être différent. oui, 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 carrément. oui, c'est que tout de Oui, suite, ça crée une image, quoi, une imagerie autour de oui. cette histoire. Il faudrait que je le lise parce que j'ai arrêté, je crois que j'ai fait 2 ou 3 saisons. Non, la troisième, parce qu'au bout d'un moment, je trouvais que ça devenait trop. Trop pareil. Voilà. Mais les 2 premières saisons, j'ai adoré. Et vous lisez des sagas, parce qu'il y a Mhm. une saga là, qui s'appelle Blackwater qui est sortie l'été dernier. Mhm. Et moi, j'avais acheté le tome 1 pour voir si ça allait Ah, marcher. oui. Et après, ça sortait tous les 15 jours. Donc, on était obligé d'aller tous les 15 jours en librairie Ah, acheter la suite. génial. Et il y a 6 tomes, c'est ça, c'est très Ok, fascinant. C'est le Monsieur Toussaint l'ouverture et je vous conseille parce que c'est vraiment bien fait. Ah, ok. puis l'objet, alors toi qui aimes les L'objet est objets, magnifique. l'objet est Ah, magnifique. D'ailleurs, je ne sais ah pas bah, je si j'en ai un sous. regarderai. Voilà, je crois que j'en ai un sous la main là. Et Ah, moi, je vais juste on le faire voit ça pas. parce que j'ai peur On que le voit ça. pas, j'arrive pas à le montrer. Ah ben non. Magie, ben, Faut elle le- a disparu. Vous êtes tombé, On je disparaît en fait, reviens. c'est le final. Alors, Le final de le film. final, c'est magnifique. Entre moi qui n'arrive pas à montrer le truc et Voilà, allez, faut le montrer à l'écran. Voilà. Est-ce En que fait, ce qui est très agréable avec ces nouveaux téléphones, c'est que vous savez, on ne peut pas avoir un écouteur et le chargeur en même temps. ah oui, ouais. Du coup, voilà. Est-ce que Coralie, vous pouvez nous faire un conseil de lecture? Parce que moi j'ai fait le mien, mais j'aimerais bien que vous en fassiez un. Eh bien, alors, mon dernier gros choc, c'était Le lait de l'oranger de Gisèle Halimi. C'est le seul que j'ai lu d'elle, et du coup, je vais en lire d'autres. Je pense, enfin, ce que j'ai lu, c'est l'un de ses plus intimes. Et ça passe vraiment de son histoire personnelle, de son intimité à ses combats politiques. Et je l'ai trouvé magnifique, ce livre.
Alors, je n'ai pas celui-là sous la main, mais je te partage quand même les Voilà. objets Blackwater. Ok. Ah oui, c'est beau. Voilà, Ils sont très beaux. ils sont très, très, très réussis. Très léger et très petit. Pour les voyages, c'est parfait, Coralie. C'est les éditions C'est de la fantaisie ou... édition Toussaint l'ouverture. C'est un peu fantastique. C'est voilà. Une histoire de Ok. famille avec des secrets, des trucs. Oui. On peut pas trop vous dire parce qu'on va tout dévoiler, mais c'est vraiment génial. Et puis une fois qu'on a Petite compris saga. le premier, putain, on a envie de savoir ce qui se passe. Voilà. Ok. Peut-être on recevra un moment Toussaint l'ouverture, qui est un éditeur très particulier, qui est à Bordeaux, je crois d'ailleurs, Ouais. et qui fait des très beaux objets, qui est très investi sur tous les livres qu'il publie. Voilà, voilà. On va conclure. En tout cas, Coralie, nous étions ravis de vous avoir pour cette deuxième épisode de Parlons lecture avec. C'était passionnant de vous entendre parler de lecture. Alors, vous ne les sentiez pas légitimes, mais vous voyez, ça s'est passé tout seul. Oui, je me disais, oh là là. Mais Non, oui, c'était une très, très chouette discussion. Un grand, grand merci pour l'invitation. J'étais très heureuse d'y participer et de discuter avec vous deux. on vous Merci souhaite Coralie. bonne soirée. Pour la suite, bon courage avec les lectures enfantines bientôt. Oui, c'est exactement. C'est moi qui irai au rayon enfant là bientôt. Mais Voilà. bon, il faut dire, les livres pour enfants sont tellement beaux aussi. Ouais, les albums sont très beaux. Exactement. En tout cas, merci beaucoup Coralie. Bonne soirée Frédéric et sans doute à la semaine prochaine. Merci Bonne beaucoup. soirée, au revoir.